Que certains qui ne peuvent pas être avec nous ont demandé à nous entendre. Alors, juste pour vous présenter rapidement, en fait, c'est les résultats d'une enquête qui a été menée par Agricord au mois de mai. C'est une enquête qui a été menée auprès des organisations de producteurs en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Donc là, c'est juste pour vous montrer les résultats des réponses pour l'Afrique. Donc vous voyez, il y a eu 60 réponses de 10 pays. À la question quels sont les principaux risques auxquels les OP sont confrontés, le changement climatique arrive en tête, suivi de près donc par la crise sanitaire de la Covid-19, puisque c'était donc en plein mois de mai. Ensuite, dégradation des ressources naturelles, donc qui comprend l'érosion des sols, la déforestation, la qualité de l'eau, l'exploitation minière également. Et puis donc les désastres naturels, donc dégradation des ressources naturelles et désastres naturels qu'on peut aussi rattacher au changement climatique, en tout cas une des conséquences. Et donc après, en dernier point, les conflits humains. Donc changement climatique arrive vraiment en tête des préoccupations, des risques auxquels sont confrontés les OP. Sur les impacts de ces changements climatiques, ce qui ressort en premier, donc, c'est l'insécurité alimentaire, puis l'insécurité des sources de revenus, et ensuite la dégradation des ressources naturelles et l'augmentation de la pauvreté qui rejoint insécurité des sources de revenus et alimentaires. Et enfin, au niveau des chaînes de valeur, pour voir l'impact à la fois de la Covid que vous avez en violet et du changement climatique en vert. Donc au niveau de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la commercialisation, on voit que le changement climatique a surtout un impact en amont, donc au niveau de la production-récolte. La Covid a eu un impact sur toute la chaîne, mais peut-être un peu plus en aval sur tout ce qui est commercialisation. Voilà, donc c'était juste trois petites diapos pour remettre un petit peu les choses en perspective suite à cette enquête Agricord. Très bien, Flore. Je vais passer tout de suite la parole à Kodjo, au Togo, qui va nous parler un petit peu de ce que fait l'EuroPCM et puis parler peut-être un peu plus précisément de la filière maïs. Donc, on veut savoir qu'est-ce que c'est sur le terrain, la réalité du changement climatique, réellement constaté, leur impact sur la vie des membres. Et puis, juste quelques petits mots sur les actions que vous menez, parce que ça sera plus l'objet de la deuxième séquence et il sera possible de nouveau de réintervenir. Vas-y, Kodjo. Bien, merci beaucoup. On t'entend bien. Ok, je ne sais pas si Flora m'a présenté. Voilà. Donc, nous allons vous présenter les perceptions des effets du changement climatique par les agriculteurs de l'EuroPCM. Je peux passer à la diapo suivante. Donc, les changements climatiques se manifestent aujourd'hui par la mauvaise répartition des pluies dans le temps, qui occasionne des retards de semis et des retards donc, du coup, ces effets à la base entraînent la baisse des rendements avec comme conséquence sous-jacente les cultures qui ne bouclent pas leur cycle quand il s'agit des postes de sécheresse ou alors des cultures qui sont emportées par la pluie quand il s'agit des inondations. Et donc, comme impact direct sur les exploitations agricoles familiales, on a l'accentuation de la pauvreté, l'endettement, le faible revenu, le coût élevé de la production et l'allongement de la période de soudure, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire. Diapo suivante.
Voilà, donc en image, voici un peu les effets du changement climatique. Vous allez voir là, ça c'est l'année passée et les retards de pluie ont fait que les semis ont été tardifs et n'ont pas bien levé aussi. Et là, la photo en haut à droite, c'est une photo prise il y a une semaine. Les pluies ont cessé il y a bientôt 2-3 semaines et les cultures ne pourront pas boucler leur cycle. Donc, en bas, celle du milieu, c'est un champ de maïs actuellement aussi, qui ne pourra pas boucler son cycle, mais qui est aussi attaqué par les chenilles légionnaires de tomes. Donc, à droite, c'est le champ d'un monsieur dont les effets du changement climatique ont été constatés. Ça fait 5 hectares de maïs qu'il a perdu l'année passée sans vraiment rien ramener à la maison. Vous allez constater quand même qu'il a un sourire aux lèvres. Je vous dirai un peu dans la diapo suivante pourquoi ce sourire. On peut aller à la diapo suivante. Donc, face à tout ça, donc, nous avons développé des options de résilience, notamment 3. La diversification des cultures, c'est-à-dire le développement des oléoprotéagineux. La seconde option, c'est la diversification des activités, l'initiative volaille et la transformation des produits. Pour la transformation des produits, c'est pour créer de la valeur ajoutée. Pour l'initiative volaille, le monsieur à côté, dans la diapo précédente tout à l'heure, qui avait toujours le sourire, c'est parce qu'il est dans l'initiative volaille et il sait quand même que quel que soit ce qui va se passer, sa trésorerie ne sera pas trop bouleversée quand même. Au niveau de l'agroécologie, donc avec tout le paquet qu'on met, et ça permet quand même d'atténuer les effets du changement climatique. Donc, les perspectives aujourd'hui pour l'EuroPCM, c'est de mettre en place des sites d'expérimentation et de recherche sur l'agroécologie, d'organiser des recherches-actions pour vraiment sortir des technologies ou bien des pratiques adaptées à nos milieux et enfin d'organiser des visites d'échange autour de ces pratiques-là qu'on aura quand même retenues comme innovantes. Donc, merci. Voici un peu de façon ramassée ce que nous faisons. Donc, comme M. Hervé l'a dit, M. Thierry plutôt, donc dans les présentations suivantes, on aura quand même beaucoup échangé plus en profondeur. Merci. Merci, Kodjo. Oui. Donc, je vais demander maintenant à Bakary, en direct de Madagascar, de nous faire sa petite présentation, toujours avec quel impact du changement climatique dans votre région. Yeah. Donc c'est bon, on a bien le diaporama. Oui, bonjour. Merci de nous inviter sur ces ateliers. Je m'appelle Bakary Toumouz Dieu, ex-président de l'Union Matanzak. Membre de l'association Union Matanzak depuis 2003. Donc, 58 ans, père de 4 enfants, agriculteur sur les filières riz, petit élevage et culture maraîchère. Pour commencer, permettez-moi de présenter notre structure. L'Union Matanzak, la création de l'Union Matanzak a été en 2003. Et comme service, nous apportons aux membres les
des conseils agricoles sur les filières riz, culture maraîchère, j'ai vu petit élevage. Et l'Inomatanz aussi partenaire de la Bretagne, membre du réseau SOA. À ce qui concerne le changement climatique, perçu par l'Inomatanz, nous avons constaté. Diapo suivant. Voilà. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous avons constaté des changements sur les pluviométries. Un léger décalage de la période pluviale, la fréquence de pluie plus en plus réduite. Comme nous pouvons constater sur le graphique, la quantité de pluie en période pluviale est réduite. Nous prendrons comme exemple au mois de février. Avant, le mois de février, c'est la saison le plus, c'est la saison de forte pluie. Presque 30 sur 30 avant. Mais actuellement, aujourd'hui, donc, c'est le mois de février, il y a aussi des pluies, mais peut-être donc au moitié du mois aussi, il y a de quelques pluies. L'effet du changement climatique sur l'agriculture et le changement sur les calendriers, sur le calendrier et le changement sur les calendriers culturels, riz pluvial, maïs et arachide. Notamment sur le riz pluvial. On prend comme exemple, on peut semer avant le riz pluvial au mois de novembre. Jusqu'au mois de janvier, on peut faire aussi des semis avant. Mais aujourd'hui, on fait le semis au mois de novembre, c'est jusqu'au mois de décembre seulement. On ne peut pas faire le semis au mois de janvier parce que la pluie au mois de mars, c'est rare. Donc, les riz, quand on sème au mois de janvier, on ne peut pas récolter. À part de ça, il y a aussi de l'apparition des nouveaux ravageurs. Plis de chenilles sur les cucurbitacées, oui, mais les maladies aussi, comme oïdium et mineuse de tomates, tout ça. Plus de cochenilles et fimagines dans les arbres fruitiers, plus de pucerons dans presque toutes les cultures maraîchères. Utilisation abusive des produits phyto par certains agriculteurs qui favorisent les résistances des insectes aux produits. Disparition des ressources d'eau. Par exemple, chez nous, en Ibrane, il y a deux points d'eau appelés en Ranouman qui est sèche en ce moment. Il y a aussi des difficultés sur la production du riz autochtone à cycle long, mais qui possède le meilleur goût.
Sur le bas-fond, comme les caribomcés, etc., c'est le riz de 7 mois, et kirmine, bengale, riz de 4 à 5 mois. À ce qui concerne la mesure d'atténuation initiée par l'innovatance, il y a information et sensibilisation sur l'utilisation des riz à cycle court et la technique de riziculture améliorée. Il y a aussi des conseils techniques en matière de lutte contre les ravageurs et maladies sur la culture maraîchère. Orientation vers les moyens moins toxiques. Utilisation des luttes biologiques. Formation sur les pratiques agroécologiques. Depuis 2018, j'utilise un composé de feuilles, de phodonyme, aloe, sisal, pour traiter le puceron dans les chouchoutes, et ça marche à 100%. Il fabrique également des composts. Je fabrique aussi également des composts à base de fientes de poules et de bouse de jeudi pour fertiliser les cultures maraîchères. Il y a aussi des diversifications des sources de revenus, des sources de revenus agricoles à travers le conseil aux petites élevages. Mesures d'atténuation pour toutes les productions locaux. Changement de variété du riz. Dans le bas-fond, abandon du riz à cycle long tels que les caribomcés, tchitètes, bengales et kirmine. Mais ils ont de bons goûts, mais on ne peut pas cultiver ça aujourd'hui. Mais l'utilisation de ces semences du riz, comme le V5, Mouri, Mamajenga, Madame Rose, Subota et X267, 265, facilité par les X265, sont des riz à cycle court. Comme le riz pluvial, abandon progressivement de mamouriek. Le mamouriek, c'est les variétés de riz qu'on utilise avant. Mais on ne peut pas utiliser ça à la saison comme riz pluvial aujourd'hui, parce que ce riz-là a un cycle un peu long, 4 mois. Mais les gens utilisent du riz, des variétés Tsimtarek. Les variétés Tsimtarek à 2 mois, 15 jours. Riz à cycle court. Donc, j'ai fini mon intervention. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, après le Togo et Madagascar, voyons un petit peu en France, notamment dans l'Oise, si le changement climatique a un impact sur les producteurs bio qui travaillent avec Vincent. Vincent, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Hiver, moi je suis animateur de groupe d'agriculteurs donc pour une association de développement agricole qui s'appelle le CERNODO. Donc c'est un sigle qui signifie voilà, Comité d'expansion rurale du nord-ouest du département de l'Oise. Voilà, on est situé à 1 heure au nord de Paris à peu près, dans les régions Hauts-de-France, un secteur caractérisé par de la polyculture élevage laitier notamment. Et donc, on travaille aussi avec la chambre d'agriculture de notre département, puisque la structure est animée par des animateurs qui sont salariés de la chambre d'agriculture. Donc, voilà présenter rapidement le secteur.
Donc, la perception du changement climatique sur l'association Cernodo. Donc, le Cernodo, déjà, c'est une composante d'une quinzaine de groupes thématiques d'agriculteurs. On représente à peu près 200 agriculteurs sur notre secteur. On estime un agriculteur sur 5 est adhérent au Cernodo aujourd'hui sur notre secteur géographique. On a toujours été un petit peu en avance et on le revendique sur les différentes thématiques agricoles. Et cette perception du changement climatique, elle a pris de l'ampleur au sein de notre organisation et de nos stratégies de développement et d'accompagnement des agriculteurs depuis 3-4 ans, on va dire, puisque depuis 3-4 ans, déjà par des réflexions et des remarques de terrain des agriculteurs, où on voit bien depuis 3-4 ans que les choses concrètes ont évolué vraiment de façon très significative sur les exploitations, notamment sur les exploitations d'élevage avec les aspects fourrage, puisque on est depuis 3-4 ans, on a des problématiques notamment de répartition effectivement des pluies et de la sécheresse qui impactent fortement la production fourragère, notamment la production d'herbes, avec des problèmes notamment estivales qui font qu'un certain nombre d'agriculteurs, et notamment les agriculteurs bio, se retrouvaient sans fourrage, sans assez de fourrage depuis quelque temps, avec des références qui étaient couramment utilisées, qui ne sont plus valables aujourd'hui à cause de ces problématiques de réchauffement climatique. Classiquement, on utilisait la référence d'une vache par hectare et par an dans notre secteur, ça passait très bien. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'une vache, c'est trop. On est plutôt à 1,2 vaches par hectare. Et du coup, c'est d'accompagner les agriculteurs dans quelle solution on a par rapport à un parcellaire qui reste identique pour mesurer tout ça. Donc, et puis pour pallier à tout ça. Et après, sur les aspects culture, on a aussi une évolution qui est importante et qui se traduit. Notamment, on a fait une étude cette année sur la récolte du maïs fourrage. En 10 ans de temps, on a avancé la date de récolte des maïs fourrage de 3 semaines, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les maïs fourrages sont récoltés pour les premiers secteurs les plus précoces, quasiment à la fin de la moisson de blé. Voilà, donc on enchaîne tout, alors que traditionnellement, on avait le temps de se préparer pour les récoltes, etc. Et donc là, ça, c'est palpable vraiment par les agriculteurs et toutes ces choses-là ont contribué au fait que la perception par les agriculteurs s'est amplifiée vraiment ces derniers temps. Parallèlement à ça, forcément, on a les études qui montrent tout ça de façon noir sur blanc, on va dire, et on a un service à la Chambre d'agriculture qui reprend les données météo, etc., depuis des années et des années, et qui montre bien toute cette évolution. Mais c'est vrai que toute cette évolution, tant qu'elle était sur le papier, les agriculteurs avaient du mal à se dire que c'était une réalité. Mais là, qu'ils le vivent depuis quelques temps et vraiment très fortement depuis 3-4 ans, je trouve, ça a quand même assez fondamentalement changé la perception des choses. Et on est passé d'une perception, d'une impression à il faut faire quelque chose et des actions sont réellement à mettre en place de façon concrète sur le terrain. Donc, parallèlement à ça, il y a aussi tout l'aspect impact des gaz à effet de serre sur la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique qui du coup aussi a une perception différente puisqu'on se rend compte concrètement sur nos exploitations de changements tous les jours, quoi. Donc voilà. Donc après, la perception, elle est là et il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été mises en place de façon, on va dire, indépendante, groupe par groupe. Chaque groupe a plus ou moins essayé de chercher des solutions. Donc, on a travaillé notamment sur des nouvelles cultures, l'introduction notamment du tournesol dans notre secteur qui fait son apparition depuis 2 ans et qui crée des vocations. On a aussi toute une réflexion autour de l'adaptation des productions fourragères pour les bovins. On a mis en place des partenariats d'échange entre céréaliers et éleveurs pour pallier justement au manque de fourrage des éleveurs et en disant, voilà, il faut qu'on trouve des solutions qui soient tenables pour les uns et pour les autres, puisqu'on n'est plus sur un prix de marché à l'année où on a une année qui est compliquée et qu'on va s'approvisionner quand on est éleveur, où on paye au prix fort. Là, on est plus sur une démarche partenariale à long terme
avec une entente qui vise à créer des relations pour 4-5 ans, parce qu'on sait que ça va durer et que les besoins ils vont être continus. Donc, on a eu ces actions-là qui ont été ponctuelles, et toutes ces actions-là, mis bout à bout au niveau des groupes, ça a donné l'envie de structurer un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, on est plus dans une réflexion un peu plus stratégique et structurée de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, au-delà des petites actions qui peuvent être mises en place dans les groupes. Et l'ambition aujourd'hui au niveau de la structure, c'est vraiment d'avoir une mobilisation partenariale aussi, c'est-à-dire mobiliser les autres acteurs agricoles du secteur. On pense au syndicalisme, on pense aux coopératives, on pense aussi aux élus politiques, puisque eux aussi ont des réflexions sur ces sujets-là, forcément, vis-à-vis de la société et du citoyen. Donc, on essaye un petit peu de coordonner tout ça et de voir dans quelle mesure on peut structurer toutes ces réflexions. Et puis, on a construit aussi des groupes spécifiques qui s'appellent des groupements d'intérêt écologique et environnemental, où on travaille concrètement sur qu'est-ce que les agriculteurs pensent qu'il serait intéressant d'expérimenter. On a des expérimentations qui sont en cours et comment on peut les accompagner, notamment aussi par des indicateurs. C'est-à-dire qu'on a aussi intégré cette démarche-là dans le conseil qu'on mène auprès des groupes économiques, puisque chaque année, on a un certain nombre de nos groupes qui ont une analyse économique collective. Et là, aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller sur des critères qui ne soient plus que économiques, mais qui puissent être aussi des indicateurs de référence environnementaux. Je parle bilan gaz à effet de serre, effectivement. Je parle impact biodiversité. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent effectivement d'avoir des indicateurs chiffrés de ces impacts-là. Donc, on a l'habitude au niveau des agriculteurs du Cernodo de manipuler les chiffres économiques pour se comparer. Et aujourd'hui, on veut aller sur la manipulation et des chiffres aussi en termes d'impact environnementaux. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a engagé une certification bas carbone. On vise à obtenir le label bas carbone pour un certain nombre de nos adhérents. Et donc, ça, c'est une démarche aussi qui est importante parce que c'est une démarche certifiée. Du coup, il y a aussi des impératifs et il y a aussi un objectif de résultat, de baisser l'empreinte carbone d'un certain nombre d'exploitations. Donc là, on a engagé une dizaine d'exploitations pour le moment cette année dans la démarche et l'objectif, c'est d'atteindre 30% des adhérents du Cernodo engagés dans la démarche bas carbone d'ici 4-5 ans. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important pour nous qui vient en complément de notre aspect perception, on va dire. Donc trois choses, je dirais, importantes maintenant qu'on perçoit le changement climatique comme quelque chose de concret, c'est l'engagement dans la labellisation et la référence à des indicateurs chiffrés d'impact environnementaux. C'est l'intégration aussi, donc, du coup, dans le réseau économique, puisque bien sûr, tout ça, ça a de l'intérêt que si on est capable aussi de mettre derrière des résultats économiques qui soient cohérents. Et puis, toujours, ce qui est le fondement de notre structure, la dynamique collective. On mise sur la dynamique collective et non pas l'individuel pour engager cette démarche-là. Mais c'est vrai que le fait que tout le monde ait conscience aujourd'hui concrètement sur leurs exploitations qu'il se passe des choses, ça enclenche effectivement des actions derrière concrètes et on sent vraiment que les choses ont changé là. On n'est plus au stade de la perception, on est vraiment dans ce besoin de mobilisation et d'action. Voilà. Merci Vincent. Avant de passer aux questions avec Flore, je me permets de solliciter Patrice Auffray du CIRAD. Patrice, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner dans ta grande expérience, hein, notamment à Madagascar, les impacts du changement climatique que tu as observés là où tu as travaillé? Oui, bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Très rapidement, donc, je sais que récemment, on a travaillé au niveau des Hautes-Terres sur un diagnostic pour le projet CASEF de la filière maïs-soja. Et on a essayé d'associer des dires d'acteurs, donc des entretiens avec le monde de la production, des producteurs, des responsables d'organisations paysannes, hein, et également avec des scientifiques.
de postes pluviométriques de longue date, parce que là, c'est ce mixage de connaissances qui est très important à pouvoir réaliser. Et si vous voulez, je pourrais vous faire parvenir le rapport, le faire diffuser. Je vais le demander la possibilité de vous le faire parvenir. Donc, pour Madagascar, la partie haute terre, et bon, qui confirme un peu sur les 2 stations de référence que l'on a, nous, recherche. Alors, il y a les stations qui appartiennent aussi à la direction de la météo nationale à Madagascar. C'est plus compliqué d'avoir accès aux données, les données qui sont au niveau de l'aéroport ou d'autres stations. Mais ce qu'on a montré sur nos sites à nous, c'est que, bon, on confirme donc l'augmentation de la température et aussi un risque aussi sur la pluviométrie, les totaux pluviométriques. On n'a pas fait d'analyse fréquentielle pour savoir, parce que ça aussi c'est possible, sur un plan recherche, pour savoir est-ce que le risque de descendre en dessous d'un seuil ou le risque aussi inverse d'avoir une inondation, un événement, parce qu'on a eu, moi j'ai vécu ça à Madagascar une année où on a eu la route coupée par un événement, une forte dépression. Alors on ne sait pas si… En fait, c'est ça qui est difficile, c'est de faire la part des choses entre ce qui est l'événement et puis une tendance qui est liée à des grands changements. Voilà. Alors ça, c'est pour l'aspect diagnostic. Et pour terminer très rapidement, pour l'aspect solution, donc, enfin, moi, je suis convaincu que si on veut à la fois s'adapter et mitiger le climat, bon, il y a des solutions par les variétés. Vous verrez dans le rapport, mon collègue en parle, avec des variétés plus rustiques. Bon, on a vu à travers les exposés les gens qui font des efforts pour faire des composts améliorés et qui parlent aussi de variétés à cycles différents, etc. Mais je pense que, en fait, l'idée, et là, il faudrait qu'on refasse de l'agronomie un peu dans le domaine de l'agrologie de base, c'est comment restaurer les sols au départ, c'est-à-dire investir dans les sols au départ. Je pense, mais ça, c'est un débat plutôt que je soumets à tout le monde. Je suis convaincu que pour la petite agriculture familiale, faut voir comment engendrer ensemble, à différents niveaux d'échelle, des mécanismes qui permettent de restaurer la fertilité des sols au départ. Voilà. Parce que c'est pour produire plus de biomasse, on a un déficit en biomasse, en production, parce que la restauration, ça demande pour donner à manger aux animaux et pour mettre du fumier, etc. Il faut plus de compost, il faut plus de… Donc, avec la tendance, parce que là, on ne peut pas séparer société et environnement, et on est dans ces défis-là. Voilà. Bon, j'arrête parce que… Et je vous ferai parvenir, merci, et je vous ferai parvenir surtout le gros rapport qu'on a fait pour Madagascar. OK ? Merci, Patrice. On a eu un petit souci très léger de connexion. On entendait un petit peu haché à tout petit moment, mais je pense que c'est rétabli pour tout le monde et je l'espère. Flore, est-ce que tu as dans le chat des questions? Oui, alors il y a quelques questions pour Vincent Hiver, mais il m'a dit qu'il va y répondre directement dans le chat. Et sinon, donc une question sur Madagascar. Est-ce que dans le nord de Madagascar, l'augmentation du nombre de parasites et de maladies sur les cultures maraîchères est constatée par tous les producteurs? Est-ce qu'il y a des études qui ont quantifié cette augmentation? Donc, c'est peut-être une question pour Tesla et Bakary, pardon. Il faut enlever le muet. Ouais. Oui, au nord de Madagascar, presque tous les producteurs ont constaté ça. Parce que il y a beaucoup de divers insectes que nous n'avons pas connus avant. Il y a la question, est-ce que des études ont quantifié cette augmentation? Il n'a pas encore eu une étude, mais ça reste la perception, c'est la perception des paysans. Hier, j'ai
garde toute la journée pour lui demander donc quelles étaient les maladies qui se sont apparues plus tard, récemment. Et il m'a cité plusieurs maladies et ravageurs qui n'existaient pas encore avant, mais qui sont là maintenant. Après, il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu, pas forcément le climat, mais aussi les facteurs comme les semences, la qualité des semences, l'origine des semences utilisées par les paysans, et aussi la qualité même des produits qui sont utilisés qui sont amenés par les opérateurs et qui sont utilisés par les paysans. Donc, les études, il n'y a pas encore eu des études, mais c'est quand même très, comment on dit ça, très remarquable comme changement. Merci Tesla. Flore? Oui. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, Vincent a répondu sur les questions qu'il concernait sur le maïs. On peut peut-être demander au Tchad ou en Côte d'Ivoire comment c'est perçu chez eux. Peut-être la Proficam, Elisabeth, si vous voulez prendre la parole et expliquer un peu les changements climatiques que vous constatez à votre niveau. Nous, au niveau de Tchad, on constate ce changement climatique parce qu'il n'y a pas assez de pluie comme entre-temps. Maintenant, les pluies viennent très tardivement. Et à un moment donné, ça ne pleut pas. Les gens ont labouré et ça fait quelquefois, ça fait presque 2 semaines comme ça, sans pluie. Pourtant, les gens ont déjà semé les semences. Et jusqu'à quand ça commence à pleuvoir, il y a la disparition des semences qu'on a semées. Et quand c'est, par exemple, l'arachide ou le maïs, quand il y a un manque déjà, l'identité de ces labours ne sont pas les mêmes choses. Quand tu laboures 1 hectare, ça manque beaucoup. Quelquefois, tu trouves au moins 2 sacs. Quelquefois, tu n'arrives pas à trouver 1 sac. Donc, c'est dû au changement climatique. Et aussi, quelquefois, il y a la terre qui est pauvre. Et maintenant, on commence à faire les composts, et compost vert, et on fait compost des pailles avec des déchets de bœuf. C'est là que quand on fait, et puis ça nous donne quand même le rendement, bien qu'il y a les retards de pluie, mais ça donne mieux que ce qu'on n'a pas donné de compost dedans. Donc, ça donne quand même la fertilisation des sols. On est obligé d'amender le sol pour un peu mieux gagner. Et notre culture ici, c'est le maïs, le sorgho, il y a le sésame. Le riz, c'est des gens qui sont au bord de fleuve. Cette année, le riz marche bien. Ceux qui sont au niveau de fleuves ont gagné beaucoup de riz. Il y a certaines qui sont dans les bas-fonds riches, mais ceux qui sont dans là où il n'y a pas de bas-fonds, il y a ceux qui ont de bonnes terres, ils gagnent les semences, ils gagnent la récolte. Mais ceux qui n'ont pas de bonnes terres font que de l'échec aussi. Donc, le changement climatique joue aussi également chez nous. Même il y a les sécheresses, il y a les bœufs qui n'arrivent même pas à labourer. Parce que la pluie tarde à venir. Donc, ils n'arrivent pas à manger pour avoir la force pour bien labourer. Du moment où les herbes commencent à pousser, le temps de labour a passé aussi. Donc, c'est ça la raison, quelquefois, on ne gagne pas assez.
Elisabeth, il y a une petite question. Compléter. Juste une petite question dans le chat pour vous, de préciser qu'est-ce que vous appelez compost vert. Merci. Compost vert, c'est du moment où il y a l'espace qu'on doit labourer et qu'il n'y a pas assez de mille, et comme ça ne produit pas, et quand ça commence à produire beaucoup les herbes, c'est du moment au moment de septembre, août, on laboure les petits herbes avec les petits plantes là, pour que on tourne, pour que ça reste dans comme de compost comme ça. C'est là où on appelle le compost vert. D'accord, merci. Tu voulais passer la parole à la Côte d'Ivoire, non, pour un petit témoignage sur l'impact des effets du changement climatique? Oui, Cédric. Je voudrais compléter un peu par rapport. Bon, il arrive de fois, depuis un grand retard, il pleut abondamment. Par exemple, cette année, dans les zones au bord des Ok, Alors, un petit témoignage de Côte d'Ivoire? Oui, c'est ça, Cédric qui a demandé la parole. Vas-y, Cédric. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous me recevez? Très bien. Ah, ok. Moi, c'est pour nous Cédric Armel, président de l'Union interrégionale de sûreté coopérative. Une OP composée de 25 coopératives et 9034 membres. Nous sommes dans la région du sud-ouest, dans le Bas-Sassandra, à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Nous, la spécificité dans nos zones, les pluies ne sont plus régulières. Avant, la grande saison des pluies, c'est de juillet pratiquement à août. Maintenant, pratiquement, c'est à partir d'octobre qu'il commence à pleuvoir. Du coup, on commence à constater dans notre zone au sud de la région de San Pedro, où nous avons des producteurs aussi, à Grand Pérébi, où la production du cacao, au lieu que ce soit la grande production de cacao, qui soit dans la grande campagne de cacao qui commence de octobre à décembre, à partir de octobre-décembre maintenant, il n'y a plus de grande production. Du coup, il y a déclinaison qu'on appelle, ça s'est décliné un peu, au lieu que la grande campagne soit pratiquement de octobre à décembre, ici, on commence à constater la grande campagne à partir de mars. Parce que généralement, les pluies qui devaient venir de juin à pratiquement août pour favoriser la grande production de octobre à décembre, il n'y a pas à cette période-là, il n'y a pas de pluie. Et donc, les pluies maintenant interviennent maintenant pratiquement à partir de octobre, décembre, et de octobre, novembre, décembre. Du coup, c'est maintenant que le cacaoyer prend la force pour produire plutôt dans la campagne intermédiaire. Ici, la campagne intermédiaire, c'est mi-mars à aller là-bas. Donc, il y a eu, ça dit, il y a eu un dérèglement à cause des pluies. Et on sent aussi que pour le cacaoyer, à cause de ce dérèglement-là, le fait qu'il n'y a plus de chaleur au moment où ça devait produire, au moment où on attend la pluie, donc il y a des insectes qui viennent et qui pèsent le bois de cacao. Ils rentrent à l'intérieur et donc ils font un groupe à l'intérieur du cacao. Tu vois le cacaoyer arrêté comme ça, et puis à un moment donné, le cacaoyer meurt. Parce que c'est des insectes qui... Donc, on est en train de chercher des solutions par-ci, par-là. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de vraie solution. C'est-à-dire que quand ça attaque un arbre et ça attaque un cacaoyer, on le sectionne carrément, au point où on est en train de pratiquement sectionner toute la plantation. Donc, c'est ce qui est constaté ici. Il y a de part et d'autre la pourriture brune aussi. Tout ça, ça fait partie des problèmes. Ça fait partie des soucis que nous avons au niveau du changement climatique qu'on a constaté ici. Donc maintenant, les approches que nous faisons, au lieu l'appellation dès le départ que tout le monde avait fait, non, et mettre les arbres d'ombrage par rapport à l'agroforesterie et tout ça,
mettez les arbres d'ombrage, les légumineuses, les arbres fruitiers. Nous, on est en train de réfléchir parce qu'on a fait un constat que c'est une mauvaise approche. Et c'est ce que j'ai dit, c'est une mauvaise approche. Au point où maintenant, ça nous amène devant une situation, il faut négocier avec les producteurs pour leur dire, bon, il vous faut mettre au moins 10 à 12 arbres à l'hectare pour vous permettre de pouvoir régler ces problèmes de dérèglement climatique et tout ça, pour pouvoir atténuer un peu la chaleur, tout ça. Maintenant, c'est comme on appelle une fausse approche. Non, mais ce que nous sommes en train de faire maintenant, on va vers une intensification d'arbres dans les forêts, dans les champs de cacao. Ça dit qu'au lieu de négocier pour faire 12 ou bien 17 arbres à l'hectare, maintenant nous optons même pour une centaine d'arbres. Parce qu'ailleurs, on a vu avec une formation où les gens avaient proposé, par exemple à la Chaux de Fonds, on avait proposé qu'on aille en Colombie pour aller voir des modèles d'agroforesterie sur place là-bas. On avait proposé à Bengourou, à l'est du pays, qu'on aille voir une plantation où les gens ont opté pour une densité d'arbres. Dans une densité d'arbres, ils ont mis, au lieu de 17, ils ont mis 207 arbres à l'hectare. Et l'espèce, c'était le tiama. Aujourd'hui, quand vous arrivez, c'est un témoignage. Plutôt que notre délégation aille à quoi on appelle en Colombie, c'est plutôt eux qu'on avait proposé, c'est plutôt eux qui sont venus ici. Et c'était un programme de la Banque mondiale que les gens ont véritablement apprécié. Donc, l'appellation, les approches qu'on avait faites ici, un peu de part et d'autre, on avait raté l'appellation. On avait raté l'approche. Chacun a ses intérêts parce que aujourd'hui, les approches par rapport à l'agroforesterie, ça dépend de quelle organisation et qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat. Mais l'approche est forcée quand vous parlez de l'arbre d'ombrage. On est plutôt pour une densité parce qu'on a vu que, comme j'avais dit, on a vu que ces arbres-là qu'on avait mis, les arbres qu'on avait mis par densité et par hectare, n'ont pas tué le cacao, mais plutôt sont devenus amis du cacao et ça fait que le cacao se porte très bien. Donc, c'est des choses que nos parents faisaient, que la nouvelle génération n'est pas en train de faire. C'est vous dire aux gens qu'il faut retourner à aux anciennes pratiques. Quand on parle d'agroécologie, d'agroforesterie, c'est des anciens thèmes. Mais qu'il faut, Cédric, faut pardon, se pour pouvoir faire chose. Donc, je n'ai pas monopolisé la parole. C'est juste un témoignage. Voilà. Merci. Merci, Michael. Beaucoup. Merci. Il y a deux mains levées. Donc, il y a en premier, ça serait le Sénégal, Mamadou. Oui, bonjour à tous. Juste une minute peut-être pour faire un petit témoignage pratique ici au Sénégal. Donc, c'est Maudou Diop. J'accompagne le collège des jeunes du CNCR. Le CNCR, c'est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux au Sénégal. Donc, un petit témoignage, par exemple, moi, quand j'étais petit, ici au Sénégal, pour savoir que la saison des pluies va arriver, il y avait un oiseau qui commençait à faire des petits chants là. Et ces petits champs-là, juste après, un mois après, on s'apercevait qu'il faisait des œufs. Donc, quand il commençait ce petit champ, on s'apercevait qu'une semaine après ça, la pluie allait arriver. Mais maintenant, ce cycle-là est tellement bouleversé que les agriculteurs à la base ne parviennent plus à se repérer. Parce qu'il faut noter que la technologie est développée, certes, partout dans le monde, mais dans certains villages très reculés dans le monde, il n'y a pas cette technologie-là. Certes, il y a l'agence de la météorologie qui fait un travail extraordinaire ici au Sénégal, mais il n'a pas accès dans tous les lieux. Donc, les populations avaient développé cette savoir endogène qui se basait sur le regard de la nature. Mais étant donné que ce cycle-là est bouleversé, ce point d'appui-là a changé. Et comme le disent les gens, maintenant, il y a ces saisons qui se chevauchent. Je prends l'exemple cette année du riz. La saison et la contre-saison se sont chevauchées. Quand on devait récolter pour la contre-saison, la saison est arrivée, donc les gens n'ont pas pu récolter. Et ça, au-delà de l'agriculture, ça impacte aussi dans l'élevage, parce qu'on sait qu'il y a un système pastoral ici au Sénégal avec la transhumance. Et quand les gens ont beaucoup de travail pour récolter, ils finissent de récolter très tard. Et là, les transhumants doivent passer auprès de ces champs et consommer aussi les résidus de récolte qui sont là-bas. Et des fois, ça peut créer des conflits. Bon, certes, comme dans tous les autres pays, les gens ont développé des systèmes de résilience, d'atténuation et tout ça, à travers l'association des cultures, la rotation des cultures, le développement de l'arboriculture, l'utilisation des composts et engrais bio. Mais aussi, ici au Sénégal, on développe aussi ce qu'on, le plaidoyer au niveau national. Parce que ce problème lié au climat-là, c'est un problème plus, je vais dire,
Certes, c'est un problème global, mais aussi c'est un problème personnel qui, par manque de sensibilisation, les gens là font des choses peut-être qui impactent sur eux-mêmes et impactent au niveau des autres. Parce que je prends l'exemple. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on dit que le climat est dégradé et tout ça, mais que les gens veulent intensifier la production sans pour autant savoir qu'ils peuvent le faire avec l'agroécologie. Ils essaient de le faire avec des machines, avec tout ça. Et tout ça là, ça continue à accélérer la dégradation peut-être de la couche d'ozone et l'impact négatif sur le climat. Bon, pour dire que peut-être qu'il y a des initiatives de plaidoyer ici au Sénégal à travers une plateforme nationale sur l'agroécologie, à travers aussi des camps citoyens et paysans de défense de la gestion communautaire et ressources naturelles où on regroupe 300 jeunes et qu'on les forme sur c'est quoi le climat, pourquoi on doit défendre la forêt et tout ça pour protéger notre climat et notre écosystème. Bon, merci beaucoup et désolé si ça a été long. J'ai un peu accéléré sur les mots là. J'espère que vous allez comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre main levée, c'est également le Sénégal. Michael, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je ne serai pas très long. C'est Mamadou Diop, c'est mon collègue. Nous travaillons ensemble dans le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Donc, une plateforme de paysans donc, qui réunit en fait toutes les fêtières au Sénégal. Donc, qui travaille un peu sur le volet plaidoyer pour porter la voix des paysans. Alors, nous, en ce qui concerne le changement climatique, il a déjà abordé beaucoup de choses que nous traversons ici. Et donc, pour dire que compléter, c'est de dire que ici au Sénégal, comme vous le savez bien, c'est un pays sahélien, donc qui déjà a subi le choc des changements climatiques, allant dans le retard des pluies et le changement de calendrier de culture. Alors, on avait l'habitude de commencer la saison des pluies au mois de juin, juillet, jusqu'au mois d'octobre, mais aujourd'hui, on ne parvient pas à maîtriser ce calendrier de production et ça se répercute sur les rendements des cultures. Et finalement, c'est devenu vraiment difficile à maîtriser. Alors, souvent, par exemple, l'année dernière, les pluies ont commencé au mois d'août et en fin du mois de septembre, il n'y avait plus de pluie. Et donc, ça a impacté la production. Donc, tout cela, c'est les effets des changements climatiques. Hormis cela, nous avons la désertification qui commence à prendre place au niveau, surtout le nord et le centre du pays, dû à la dégradation, surtout des sols aussi, parce qu'il y a l'effet de l'érosion qui aussi affecte les sols, qui appauvrissent les sols, parce que s'il y a l'érosion, ça emporte toute la matière donc, organique qui, normalement, devait participer à la fertilisation des sols. Et donc, tout cela, on est en train de suivre ces phénomènes-là. Mais bref, on est en train de mettre en place des systèmes donc, qui permettent un peu d'atténuer ces effets de changement climatique. Par exemple, on a développé ce qu'on appelle la RNA, la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire essayer d'exhorter et de sensibiliser aux paysans à pouvoir développer cette technique, donc d'élever des plantes au niveau de leurs champs pour permettre à ces champs-là d'avoir de la biodiversité. Mais aussi de développer l'agroforesterie parce que nous avons qu'il y a des plantes quand même qui ont une teneur importante de matière donc, organique et surtout sur la séquestration de carbone. Donc, on est en train de développer tout ça. Donc, aussi sur la fertilisation, il y a quelqu'un qui l'a évoqué tout à l'heure, quand on parle d'agroécologie, surtout, on se focalise sur la fertilisation du sol parce que si on veut avoir une production conséquente, il faut vraiment passer à fertiliser le sol. Et là, on est en train de développer des systèmes de fertilisation du sol via la production aussi de compost. Tout cela, ce sont des choses qu'on est en train de faire parce qu'on s'est dit que pour pallier à ce changement climatique-là, il faut trouver des alternatives à ce changement climatique-là, c'est-à-dire de mettre des conditions qui permettraient à ce que les producteurs puissent produire sans vraiment sentir ces effets du changement climatique. Mais aussi, on est en train de réfléchir à travailler avec les chercheurs pour la production des semences à cycle court. Parce que si la saison des pluies sont rétrécies, il faut des semences à cycle court qui permettent de produire en un laps de temps et d'avoir des rendements. Sinon, ça serait un peu difficile. Donc, on est en train d'évoluer et de travailler sur cet effet-là. Mais aussi, on a oublié un élément, c'est que nous aussi, on est en train de travailler là-dessus, la gestion de l'eau, donc l'utilisation efficace de l'eau. Ça aussi,
c'est quelque chose qu'on est en train de développer et essayer de mettre en place, par exemple, des systèmes solaires qui permettent en fait d'utiliser l'énergie solaire. Ça, c'est pour atténuer les effets, l'émission d'effets à gaz à effet de serre, mais aussi de pouvoir utiliser l'eau à bonne échéance. Merci beaucoup. Donc, merci, Michael. Et mes excuses à Cédric tout à l'heure, qui nous parlait de Côte d'Ivoire. Donc, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième séquence, même si on l'a déjà bien abordé, puisque forcément, dès qu'on parle impact, on parle aussi début de solution. Donc là, je vais donner la parole à la CTOP au Togo. Je pense que c'est Yao qui va enchaîner avec un petit diaporama. Et on voudrait savoir de quelle façon la CTOP accompagne ses membres. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport au climat, des réflexions stratégiques, c'est-à-dire quels projets sur le moyen long terme et éventuellement avez-vous aussi des actions de plaidoyer? Donc, Yao, si tu es là. Oui, bonjour tout le monde, je suis là. C'est bien. Flo, vous avez ma présentation, ok, merci. Donc, je vais rapidement présenter le témoignage de la CETOP, la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, sur les actions des OP pour favoriser la résilience de leurs membres face au changement climatique. Donc, si je parle de la CETOP, c'est 20 fédérations membres pour au total d'environ 550 000 membres. Slide. Chapeau. OK, donc dans ma présentation, je vais essayer de donner une illustration des changements climatiques au Togo, revenir sur les orientations stratégiques de la CETOP sur la question, les principales réalisations, c'est-à-dire ce qu'on fait actuellement ou ce qu'on avait à faire et présenter un peu les perspectives. Donc, là, j'ai une petite présentation des constats. Les constats qu'on a relevés au cours de la campagne agricole 2020-2021, c'est-à-dire cette année. Et donc, pour dire que le Togo, c'est un petit rectangle avec une zone au sud et une autre zone au nord. Au sud, généralement, on a 2 saisons de pluie et donc de campagne. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'au cours de la première saison des pluies, on a eu une poche de sécheresse. Et également, au cours de la deuxième saison, on a encore eu une poche de sécheresse. C'est-à-dire, dans la même année, on a eu 2 poches de sécheresse. Et les poches de sécheresse, comme vous le savez, leur impact sur le développement des cultures et également sur l'apparition des ravageurs, notamment la chenille légionnaire, est de plus en plus visible. Donc, c'est ce qu'on a constaté cette année même au sud. Au nord, en août, on a eu également une poche de sécheresse. Et en septembre, les pluies ont repris avec une forte intensité, à tel point qu'on a enregistré l'inondation, beaucoup de cas d'inondation, des champs inondés, essentiellement au nord. Au sud également, il y en a eu, il y a eu des cas d'inondation. Juste pour présenter un peu le contexte des changements climatiques au Togo. Quelques images ici. Et les changements, quelques images. Prises sur le terrain cette année, qui sont en stress hydrique,
et également attaqué par les chenilles légionnaires. En bas, c'est les cas d'inondation dont je parlais tantôt, et au nord. OK, donc par rapport à ça, qu'est-ce que la CETOP a fait? Déjà, en 2016, Je n'entends plus Yao. Oui, la connexion n'est pas bonne. Yao, on ne t'entend plus du tout. On va pouvoir continuer et passer à l'intervenant suivant, non? Ouais, peut-être parce qu'il a été déconnecté même, non? Il est déconnecté. Bon, bah, donc on va enchaîner alors. C'est bon, je suis revenu. Ah. On peut avancer? Vas-y. OK, donc pour dire que les changements climatiques sont pris en compte dans notre plan stratégique 2017-2021, notamment dans son axe 4 qui parle de l'environnement, des changements climatiques et le foncier. Et donc, dans ce cadre, slide. OK, donc par rapport à ça, on a fixé comme objectif d'améliorer la connaissance et de promouvoir l'adoption par les futurs membres de la CETOP des pratiques durables et résilientes au changement climatique. On s'est fixé 2 résultats majeurs. Premièrement, il faut que la CETOP et ses membres améliorent leurs connaissances sur les politiques environnementales existantes et conduisent des plaidoyers pour que ces dernières bénéficient aux exploitants familiaux. Et deuxième résultat, c'est que les membres adoptent des pratiques de production plus résilientes et plus respectueuses de l'environnement. Et donc, dans le plan stratégique, il y a un certain nombre d'actions qui sont clairement définies pour pouvoir atteindre ces résultats. Diapo. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu à faire par rapport à ça? Et étant donné que nous sommes membres du comité de pilotage de la RED+, par ce biais, nous avons eu un financement pour mener un projet. Le projet d'appui aux organisations paysannes pour la diffusion des pratiques agroécologiques et d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la et à l'amélioration des conditions de vie des exploitants familiaux à travers la promotion d'une agriculture performante, adaptée au changement climatique et à faible émission de carbone. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous avons eu à élaborer un guide de vulgarisation des bonnes pratiques agroécologiques que nous avons eu à diffuser en 520 exemplaires. On avait des moyens limités. Nous avons également eu à former des animateurs ont été formés et à leur tour, ils ont des producteurs. On a également eu à organiser des émissions radio dans le cadre de la RED+, pour parler des pratiques agroécologiques. Et donc, à la suite de ce projet et à la suite des formations qu'on a eu administrées aux membres ou à la suite des sensibilisations, comme besoin exprimé par les membres, c'est de les accompagner à aller à la pratique. C'était essentiellement des sensibilisations, on a parlé pour mettre en place des pratiques agroécologiques. Mais comment on le fait? Les gens et on a fait valoir tous ces arguments de ce qu'on a eu à faire. Un financement du mécanisme forêt paysan de la FAO, notamment sur ces résultats 2 et 3. Le premier résultat, c'est sur l'entrepreneuriat, l'accès des coopératives au marché. Et le deuxième résultat, c'est sur l'amélioration
des mesures d'atténuation et d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Donc, c'est dans ce projet qu'on travaille actuellement pour la diffusion et l'adoption des pratiques agroécologiques. Donc, un projet, à ce jour, nous accompagnons 33 coopératives agricoles et forestières sur deux aspects. Comme je le disais, le premier aspect, c'est l'entrepreneuriat, les moyens d'existence des coopératives, des membres des coopératives, l'amélioration de la qualité de leurs produits, la présentation de leurs produits et la mise en marché. Et l'autre aspect, au niveau des 33 coopératives, on développe des actions de renforcement de capacité et de développement des pratiques agroécologiques et forestières, à savoir la mise en place des pépinières, la mise en place des champs écoles agroécologiques, venant de quelques coopératives que nous accompagnons. Et donc, pour la suite, il y a le soutien au dispositif de formation des fermes agroécologiques de Régipat, un réseau de jeunes agriculteurs professionnels agricoles. Donc, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a renforcé leurs capacités en les dotant de manuels de formation. Donc, c'est des fermes agroécologiques qui sont accompagnées actuellement par AFDI Lorraine. Et donc, nous venons en appui avec les manuels de formation et un cahier de l'apprenant. On a également renforcé les capacités des maîtres formateurs de ces fermes-là sur l'utilisation de ces outils. Et à titre d'année, 100 jeunes agriculteurs sur les pratiques agroécologiques et également sur la restauration des paysages forestiers dans les fermes agroécologiques de ce réseau qui est accompagné avec AFDI, qui est accompagné par AFDI Lorraine. Donc, c'est quelques images des jeunes en formation. Donc, vous voyez, ils sont en formation sur le compostage, la préparation des pesticides naturels, le paillage, la mise en place de pépinières, etc. Slide. Diapo. OK, donc ici, vous avez les jeunes qui sont outillés dans leur attestation et à droite, vous avez ces mêmes jeunes qui ont pris l'initiative Bon, on a encore perdu Yao. Je vais défiler ces slides et puis vous verrez la suite. Ouais, parce qu'il a bientôt terminé, je crois. Pour terminer, okay. On fait également, dans le cadre de ce projet, la facilitation de partenariats, c'est-à-dire comment permettre aux coopératives à d'autres sources de financement pour développer des pratiques agroécologiques. C'est ce que nous faisons à ce niveau. Et également, on travaille sur les questions politiques. Actuellement, il est en cours d'élaboration d'une stratégie nationale de développement de l'agroécologie et de l'agriculture biologique au Togo. Et nous avons travaillé sur la question en élaborant une note de contribution des OP et des OSC sur le document l'agroécologie au Togo. Et donc, pour finir, donc, je dirais que malgré les sensibilisations, tout ce qu'on fait, capacité de formation des jeunes, il y a encore un besoin qui est là, surtout un besoin d'accompagnement pour la diffusion et surtout l'adoption des pratiques
par les producteurs. Donc, dans ce cadre-là, CETOP compte capitaliser et diffuser les acquis des actions menées dans le cadre du mécanisme forêt paysan. Tout ce qu'on a fait avec les 33 coopératives, il faut qu'on les capitalise et diffuser. Et il faut qu'on dispose aujourd'hui d'une stratégie à l'interne sur l'adaptation de la production agricole au changement climatique. Il faut qu'on consolide également la formation des jeunes, ce qu'on a commencé avec le REGIPAT central, il faut qu'on consolide et pour en faire vraiment une stratégie de diffusion des bonnes pratiques agricoles au niveau des jeunes. Et nous pensons également à disposer d'une ferme agroécologique, une grande ferme agroécologique pour la formation de nos membres sur la thématique agroécologie et restauration des écosystèmes. Voilà un peu ce que j'aimerais présenter par rapport à l'expérience de la CETOP dans la diffusion des pratiques agroécologiques et des pratiques d'adaptation face au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yao, et félicitations de ne pas avoir été déconcentré par des pertes temporaires, heureusement, de connexion. Donc, on va enchaîner avec Hervé Lapie de la FNSEA, qui a travaillé beaucoup sur le rapport d'orientation concernant justement le changement climatique. Mais on souhaiterait, Hervé, que tu orientes un petit peu plus ton exposé sur la gestion des risques, d'atténuation sur les projets territoriaux, plutôt que simplement sur l'adaptation. Donc, je te laisse en une quinzaine de minutes. Merci, Hervé. Merci, Thierry. Vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Oui, ben, je vais déjà me présenter. Donc, Hervé Lapie, moi je suis agriculteur dans le département de la Marne, dans la région Grand Est, près du vignoble champenois, pour le situer un peu, même si je ne suis pas producteur de champagne. Et je suis agriculteur donc en polyculture élevage. J'exploite avec mon frère une exploitation de 130 hectares et avec un élevage de 300 truies et 100 engraisseurs, avec mon frère et un autre jeune associé et 2 salariés. Et puis, je suis président d'une association environnementale qui travaille sur la biodiversité depuis 2012, où en fait, on fait de l'aménagement du territoire dans notre zone Champagne-Ardenne, qui a subi pas mal de bouleversements suite notamment aux Premières et Secondes Guerres mondiales. Et on réaménage un peu ce territoire sous l'angle biodiversité et carbone. Alors, oui, je vais donc, c'est Flore qui va passer les diapos, je vais essayer de les suivre le mieux possible pour pas la perdre. Donc, on était 4 rapporteurs à la FNSEA à travailler depuis 1 an et demi sur notre rapport d'orientation qu'on a présenté au mois de septembre. Bon, voilà, on l'a présenté de manière un peu confinée, c'est dommage. Mais on a travaillé donc sur le rapport d'orientation et celui qui est de faire du défi climatique aussi une opportunité pour l'agriculture. C'est-à-dire que voilà, on subit, mais on a aussi des solutions à apporter. Et ce rapport, vous l'aurez aussi de manière assez concrète, parce qu'on va en sortir un livre qui retrace tout le travail qu'on a fait depuis 1 an et demi autour du rapport d'orientation. Donc, allez-y, Flore, sur la diapo d'après. Donc, effectivement, comme l'a demandé Thierry, moi, on a constitué ce rapport sous 3 chapitres. Donc, le premier chapitre, qui est le réchauffement climatique, une réalité à laquelle nous devons faire face. Donc, voilà, on n'est pas des climato-sceptiques. On fait le constat qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le deuxième chapitre de notre rapport, c'est la neutralité carbone est un défi que peut relever l'agriculture française. C'est là qu'on se positionne en termes de solutions. Et puis surtout, le troisième volet qu'on a beaucoup étudié, c'est les conditions pour réussir cette transition. Alors, ensuite, bon, c'est de dire aussi que, voilà, comme tous les témoignages qui ont été faits depuis ce matin, que ce soit dans les différents pays, chez nous en France, les impacts sur la production agricole sont importants. Alors certes, en France, on émet moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rester à rien faire. Et que l'agriculture, on fait aussi le constat qu'elle occupe la 2e place des émissions. C'est-à-dire que voilà, on est
On peut stocker, grâce à la photosynthèse, on peut aller piéger les gaz à effet de serre et stocker le carbone dans le sol, mais on est aussi émetteur. Donc, il faut aussi qu'on s'améliore sur nos émissions de gaz à effet de serre et rappeler les objectifs qu'ont fixés l'Europe, c'est-à-dire de réduire de moins 40 à moins 50% à l'horizon 2050. Donc, effectivement, l'agriculture est la première victime, mais elle est aussi la solution. Et on a souvent tendance à dire que voilà, le beau temps d'agriculture, c'est celui qui ne dure pas. Et malheureusement, on subit des aléas, que ce soit des aléas pluviométriques ou sécheresse, de plus en plus longs. Donc, voilà, sur la neutralité carbone, sur notre deuxième chapitre, on a l'adaptation, donc c'est la priorité, elle est indissociable de l'atténuation. Donc, voilà, il faut changer aussi nos pratiques, il faut s'adapter. C'est une adaptation par des solutions combinées selon soit une trajectoire de progrès, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de la récession, il faut continuer à faire des programmes d'agriculture à partir d'une adaptation systémique et qui est très liée à chaque région naturelle, c'est-à-dire que le modèle unique n'existe pas, c'est à chacun aussi de mettre les interactions et synergies possibles du système agricole. C'est à chaque région naturelle, c'est à chaque territoire aussi de s'organiser pour orienter l'agroécologie telle qu'on l'a définie chez nous, c'est-à-dire que voilà, l'adaptation des cultures à certains climats, à certains territoires, le lien avec l'élevage, le lien avec la fertilité des sols, le lien avec la fertilisation des sols, notamment sur la partie matière organique. Et donc ça, c'est une des conditions aussi pour réussir cette neutralité carbone. Et puis, ensuite, donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que les scénarios de rupture sur lesquels, des fois, en France, on a tendance à nous emmener, il y a beaucoup de confusion entre prospective et en fait planification. C'est-à-dire que voilà, il y a certains modèles qui sont plutôt sur la décroissance et on sait très bien que pour atténuer le changement climatique, il faut aussi produire de la ressource et que le support essentiel, c'est le sol. C'est la fertilité des sols, c'est la vie du sol. Et donc, voilà, par rapport à tous ces enjeux-là, certes, vous avez présenté aussi les courbes tout à l'heure qu'on connaît tous hein, sur les possibles réchauffements climatiques. Il n'est pas question de croiser les bras et de se dire que ce n'est pas possible. On a des scénarios qui sont possibles et donc c'est atteignable, même si on sait que voilà, l'objectif des plus 1 à plus 3 degrés seront difficilement atteignables, mais il faut essayer de mettre en place les actions. Donc voilà, c'est quelques exemples aujourd'hui d'outils d'aide à la décision pour les filières, donc que ce soit dans les filières viticoles, dans les filières laitières, dans les filières agricoles. Bon, vous entendez beaucoup parler aussi des exemples Cap2R qui sont développés par les associations spécialisées animales sur le stockage du carbone, sur des démarches de progrès sur les exploitations. Donc en fait, c'est des diagnostics qui sont faits avec les agriculteurs sur les territoires, donc avec une description de la zone de production, les impacts que le réchauffement fait sur la production fourragère, sur le lait, la viande. Moi, chez moi, dans ma région Grand Est, aujourd'hui, c'est ce que disait mon collègue de l'Oise tout à l'heure, nos prairies naturelles, malheureusement, ne produisent plus assez. Et donc, on a un vrai sujet autour du chargement du GB par hectare de prairies naturelles. Et donc, il faut qu'on s'adapte aujourd'hui. Et tout ça intégré dans des systèmes de production. Et donc, à partir de ces diagnostics, c'est engager un plan d'action et accompagner les agriculteurs par l'animation dans les territoires. Et pour prendre aussi tous les enjeux qui sont liés à la biodiversité, donc que ce soit les haies, les bancs enherbés, les jachères, la diversification des cultures, l'agroforesterie, je pense que aussi en France, voilà, sur certains territoires, va commencer un peu à se développer. Et c'est cette fonction multi-usage des sols, c'est-à-dire que notre vocation aussi, c'est de produire de l'alimentation. C'est un enjeu essentiel, mais c'est aussi piéger les gaz à effet de serre, c'est stocker du carbone dans le sol, c'est produire de la biodiversité, c'est aussi peut-être produire une partie de l'énergie. On sait qu'on est aussi très dépendant des énergies fossiles en France et en Europe, et c'est de savoir comment on peut faire des territoires à énergie positive
en essayant de produire notre propre énergie et en essayant d'émettre le moins possible de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des projets qui sont relativement intéressants à l'échelle de nos filières. Alors, ce que m'a demandé Thierry d'assister un peu plus, donc c'est les conditions en fait qu'on a identifiées pour réussir cette mise en œuvre, cette transition dans les exploitations agricoles. Et donc, bon, il y a plusieurs leviers que vous retrouverez aussi dans le rapport, que je ne vais pas tout détailler parce qu'il est assez long, mais bon, il y a toute la partie de la gestion de l'eau. Et je crois que bon, dans tous les témoignages qu'on a entendus depuis ce matin, nos collègues, on se rend compte en fait que même chez nous, hein, dans nos territoires, depuis 2016, on a des périodes d'excès qui sont assez incroyables, soit en ressources en eau, soit en sécheresse. Et donc l'idée, c'est de prévenir un peu les sécheresses, c'est d'agir sur l'offre par des stockages pendant les périodes d'excédents hivernaux. Alors bon, c'est des sujets qui sont très difficiles à mener aujourd'hui en France, mais bon, on était encore hier à Matignon pour travailler sur le sujet. C'est agir sur la demande, donc c'est la poursuite de l'amélioration de l'efficience de l'irrigation aussi, c'est améliorer nos systèmes d'irrigation pour être le plus pertinent et pour gaspiller le moins possible d'eau, et que cette eau-là, elle soit disponible pour les ressources d'eau potable pour nos concitoyens, pour l'industrie, pour l'agriculture, pour le tourisme aussi, parce que et puis pour nos écoulements naturels de rivières, de fleuves. Donc c'est un enjeu collectif qu'on a autour de l'eau qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et puis il y a un enjeu aussi des inondations. On sait qu'on a aussi certains territoires qui sont victimes d'inondations. Donc l'idée, c'est aussi de créer des fonds d'indemnisation pour reconnaître aussi la contribution de l'agriculture à la protection des biens et des personnes. Et on est capable aussi, l'agriculture, de répondre à ces enjeux d'intérêt public et commun, notamment sur certaines zones qu'on construit en zone inondable. Et il vaut peut-être mieux parfois inonder certaines zones agricoles, mais il faut aussi reconnaître les services rendus par l'agriculture. Bon, tout ça, ça se fait dans les projets de territoire. Alors, sur la gestion des risques, bon, vous savez que chez nous, c'est aussi un gros volet. Donc, c'est une gestion des risques qui soit adossée à une politique de prévention des risques efficiente, donc qui doit permettre la visibilité pour chaque exploitant de limiter les impacts économiques sur les fermes. On sait très bien que ce réchauffement climatique devient de plus en plus difficile en termes de résilience sur nos exploitations et en termes d'accompagnement de revenus. Moi, je prends deux exemples très concrets. En 2016, chez moi, j'ai baissé de 40% ma récolte de blé, mais les prix n'ont pas compensé. 2020, je vais baisser de 40% ma production aussi de betteraves sucrières sur mon exploitation agricole liée aux aléas climatiques, sécheresse, aux aléas sanitaires liés à certains pucerons, et puis aux aléas aussi de maladies. Et en 2016, on avait beaucoup de septoriose sur les blés qui nous ont fait chuter les rendements. Donc, tous ces changements climatiques amènent ce qu'on a vu aussi avec nos collègues ce matin, des parasitismes de plus en plus fréquents et puis des aléas de production qui sont importants sur nos exploitations. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on réfléchit, c'est des niveaux de couverture complémentaires sur les exploitations agricoles. Donc, c'est de responsabiliser individuellement nos agriculteurs via l'épargne de précaution. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut aussi savoir épargner pour préparer les mauvaises années. Donc, c'est un outil, certes fiscal, mais qui est à disposition aujourd'hui des agriculteurs. C'est de savoir aussi investir collectivement dans des fonds d'assurance et des fonds de mutualisation. Donc, on sait qu'on a encore à améliorer ces sujets-là aujourd'hui en Europe, notamment. Et puis, c'est aussi l'expression de la solidarité nationale quand il y a certaines catastrophes et que voilà, on puisse venir en aide à un moment donné sur des secteurs qui sont fortement impactés. Et puis, vous dire aussi que tous les fonds de mutualisation sanitaires environnementaux, on a un fonds qui s'appelle le FMSE que tous les agriculteurs cotisent, notamment pour pallier les risques sanitaires et notamment en élevage, qui est bien efficace, notamment malheureusement si on reconnaît un épisode de grippe aviaire qui peut permettre d'indemniser aussi nos agriculteurs.
Donc, bon, là, sur la gestion des risques, c'est encourager la constitution d'une épargne de précaution. Bon, c'est un mécanisme qui est simple, flexible et responsabilisant. Bon, vous allez me dire, pour constituer une épargne de précaution, il faut avoir un peu de revenus. Donc, c'est quand même l'objet de ce qu'on fait aussi en tant qu'exploitant agricole. Donc, c'est adapter l'assurance récolte aux besoins des agriculteurs. C'est rénover aussi le régime des calamités agricoles qu'on a aussi en France avec un partenariat entre la profession agricole et l'État. Et puis, c'est de se dire aussi qu'avant de généraliser l'assurance, faisons en sorte qu'elle soit généralisable. C'est-à-dire qu'il faut la rendre attractive pour tous et que le système assurantiel, il ne doit pas lier le coup dur. En fait, sur nos exploitations agricoles, l'assurance n'a jamais créé de revenus, mais par contre, elle évite de mettre en très grande difficulté les exploitations agricoles quand il y a de gros aléas sur les exploitations agricoles. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de l'assurance parce que c'est assez complexe comme dossier, mais voilà, on a quelques moyens aujourd'hui qui pourraient nous permettre, et notamment à travers la politique agricole commune. Bon, l'idée, c'est de continuer à investir dans une démarche de progrès, une agriculture qui soit innovante. Donc, c'est d'orienter la recherche pour mobiliser les leviers disponibles autour de la compétitivité de nos exploitations. Donc, c'est envisager un scénario pour une agriculture bas carbone compétitive. Donc, c'est là qu'on retrouve en fait tous les sujets qui positionnent l'agriculture en termes de solutions par rapport aux enjeux du réchauffement climatique. C'est utiliser tous les moyens disponibles en matière de recherche, c'est-à-dire que c'est les outils de la décision, c'est l'agriculture de précision, c'est le progrès génétique, c'est la diversité sur nos exploitations agricoles, c'est de l'agroécologie. C'est tous ces sujets qui vont nous permettre en fait d'amener de la résilience sur nos exploitations agricoles et d'être assez diversifiés. C'est aussi faciliter voilà, ce qui est en train d'arriver dans le monde agricole, le développement des outils numériques. Bon, voilà, on est en période Covid et on voit bien que les outils numériques sont aussi efficaces autour du télétravail, mais je pense que ça va nous amener aussi beaucoup de compétences. Alors certes, ce sera des moyens à disposition des exploitations agricoles, mais ça ne remplacera jamais les projets de territoire. Ce sera un outil à disposition des agriculteurs, mais ça ne remplacera pas les ressources humaines et les relations que peuvent tisser les exploitants agricoles entre eux. Et donc, il y a tout le sujet autour du numérique, des déploiements de la fibre dans toutes les exploitations agricoles aussi, qui sera à horizon assez rapide une source de progrès aussi dans nos exploitations agricoles. Donc, pour investir dans une agriculture innovante, donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas laisser les agriculteurs sans alternative. Donc, c'est tout le sujet qu'on a travaillé autour du contrat de solution. Donc, un contrat de solution, alors, en France, on focalise beaucoup autour des sujets des produits de santé végétale. Bon, notre idée, c'est de dire qu'il ne faut pas d'interdiction sans solution. Mais ce contrat de solution, en fait, il est multipartenaire. Il y a 45 partenaires de la profession qui vont du machinisme à la génétique aux produits de santé végétale pour trouver les alternatives. C'est-à-dire que le machinisme va nous aider aussi à évoluer, la génétique va continuer à évoluer, les produits de santé végétaux aussi, les biocontrôles sont en train d'arriver de manière assez massive. Et donc voilà, c'est l'ambition du contrat de solution. C'est déployer l'appropriation par les agriculteurs. Donc ça rejoint aussi nos collègues de ce matin autour de la formation. Je crois que c'est un enjeu fondamental. C'est la pérennisation des crédits autour du CASDAR pour accompagner aussi cette formation. Et puis avoir des démarches moins descendantes et accompagnement par les chambres d'agriculture. Moi, je prends souvent comme référence, c'est que quand on a connu le développement de l'agriculture dans nos territoires, en fait, on a tout créé à partir d'un projet dans les années 50, 60, et on a développé cette agriculture. Aujourd'hui, on est arrivé un petit peu au bout du système de l'agriculture qu'on a développé dans ces années-là. Et donc, il faut s'en remettre en question.
il y a des changements à faire sur nos exploitations agricoles, et que tout ça, ça demande de l'accompagnement. Et que moi, j'ai tendance à dire attention à l'individualisme de certains de nos agriculteurs, c'est que les démarches, elles seront toujours collectives, et autour des organisations de producteurs, autour des groupes d'agriculteurs, on trouvera souvent les solutions, et c'est l'animation des territoires qui va nous permettre aussi de trouver des solutions collectives. Et puis, il y a tout le volet aussi moyens financiers, donc sur la recherche en agriculture. Donc, c'est effectivement conserver la structuration unique de la recherche et développement pour le secteur agricole en France. Et puis, à l'horizon Europe, là, les sujets sont bien identifiés autour de l'alimentation. La bioéconomie, c'est des sujets, c'est des termes nouveaux qui arrivent autour de l'économie du végétal, qui va nous permettre aussi de nous passer d'une partie des ressources fossiles, tout en faisant bien le lien entre l'alimentaire et le non-alimentaire. Mais on sait que l'agriculture a vocation aussi à répondre à ces enjeux-là, et autour des ressources naturelles. Et donc, c'est bien pour ça qu'on insiste aussi pour dire que chaque hectare de terre est indispensable pour produire le maximum de biomasse ramenée à l'hectare. C'est-à-dire que on est aussi confronté chez nous à une disparition de terres agricoles qui est quand même impressionnante en France et qu'il faut absolument stopper. Et donc, si on veut réduire aussi et si on veut gagner les histoires de changement climatique, il faut aussi préserver le foncier agricole, qui est un enjeu fondamental. Alors, on termine en fait ce rapport d'orientation en disant que voilà, ce sont des projets de territoires locaux qui vont faire face à la diversité des situations. Bon, l'agriculture française est aussi très, très diversifiée, donc ça doit être impulsé par les agriculteurs, des projets territoriaux qui doivent être construits, expliqués et partagés avec les élus politiques, avec les acteurs économiques et les représentants de la société civile. C'est-à-dire que nous, les agriculteurs, on a peut-être une partie de la solution, mais on doit partager avec des conseils départementaux, des conseils régionaux, des parlementaires, des élus sur le territoire, des intercommunalités, pour faire partager en fait avec l'ensemble de la société les enjeux de l'agriculture aujourd'hui. Et plutôt que de stigmatiser l'agriculture, c'est d'avoir comme une forme de solution sur ces enjeux alimentaires, biodiversité, carbone, réchauffement climatique, et qu'on soit voilà, plutôt partenaire plutôt que opposé sur les territoires. Et puis, on pense qu'on peut être des interlocuteurs privilégiés pour la mise en projet sur les territoires. Donc, on est plutôt sur la co-construction des projets à l'échelle des intercos avec la profession agricole et les champs d'agriculture. Voilà, c'est un peu tout le thème du rapport d'orientation. Il est très étoffé, il y a beaucoup d'arguments dedans, techniques, économiques, scientifiques, mais il y a surtout la part belle en fait, à l'animation et ce que représentent aussi les agriculteurs dans les territoires et tout le collectif qu'on peut retrouver autour des organisations de producteurs, des champs d'agriculture, du syndicalisme, pour répondre à ces enjeux. Et je pense que derrière ça, c'est aussi de redonner de la fierté aux paysans pour répondre à des enjeux qui sont très, très importants, qu'on estime demain, sur le réchauffement climatique et qui va changer le quotidien de nos concitoyens si rien n'est fait. Donc voilà, je pense que c'est vraiment cette ambition de ce rapport d'orientation de le positionner en termes de solutions et les conditions pour le réussir. Et puis, il y avait une dernière slide, il me semble. Donc ça, c'est aussi bon, des messages qu'on fait passer à nos agriculteurs, c'est-à-dire que bah oui, on est dans une période de transition, donc on ne va pas renier le passé, on va s'appuyer dessus, mais il faut absolument qu'on s'adapte et qu'on atténue le phénomène du réchauffement climatique et que l'agriculture est certainement une source de... Et c'est pas certainement, c'est sûr, les sources de solutions. Donc voilà, c'est un gros enjeu collectif qui va dépendre du degré de mobilisation des filières agricoles, toute la partie agroalimentaire, et plus généralement des acteurs territoriaux et du degré d'ambition de la cohérence des politiques publiques aussi. Donc c'est tout le travail qu'on essaye de mener, qui dépendra aussi de la concrétisation massive des ambitions pour le développement d'une agriculture bas carbone au XXIe siècle et sa place dans la lutte contre le changement climatique. Donc voilà, c'est une orientation forte
Il y avait quelques climato-sceptiques, pas chez nous, mais qui existent encore un peu dans le monde. Nous, on est persuadés du contraire. Et donc, voilà, c'est un projet sur une ligne directrice qui va nous emmener, je pense, vers les 15-20 prochaines années, et sur lequel on peut approcher aussi pas mal de jeunes agriculteurs qui vont approcher ce métier-là avec une ambition réelle et qui en donne pas mal de sens aussi au métier sur l'orientation collective. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter assez rapidement. Je ne voulais pas être trop long. Je sais que Thierry, tu m'avais dit un quart d'heure. J'espère que j'ai tenu le délai. Puis... C'est très bien. Merci Hervé, merci beaucoup. Flore, est-ce que tu as des demandes de prise de parole? Alors, de prise de parole, non. Par contre, il y avait déjà une question dans le chat, donc une question déposée par Agathe, chargée de mission AFDI, qui s'adresse à la CETOP. Donc, elle attire l'attention sur le fait qu'au Mali également, la CNOP travaille sur tout ce qui est formation pour les paysans relais en agroécologie. Et donc, la question, c'était de savoir s'il y avait déjà eu des échanges entre la CETOP et la CNOP sur ce sujet. Et puis, savoir si les guides de vulgarisation et de formation de la CETOP étaient partageables et diffusables aux autres OP. Alors, j'espère que Yahoo est toujours connecté. Oui, je suis connecté. Super. On t'écoute. Ok, donc avec la CNOP, on n'a pas vraiment travaillé directement sur la question, mais à travers le repas, on participe ensemble aux réflexions stratégiques sur la question de l'agroécologie, mais directement, on n'a pas encore eu à travailler, mais on peut toujours faire ce travail-là de mutualisation, surtout des outils. On peut partager nos documents avec la CNOP. La CNOP a élaboré, je pense, le manifeste de l'agroécologie avec les 7 piliers qu'on utilise également au Togo. Pourquoi pas, on ne va pas le faire, partager nos documents, les manuels de formation et le guide de vulgarisation avec la CNOP. Donc, on va le faire, on va rentrer en contact avec nos collègues de la CNOP pour voir dans quelle mesure ça peut se faire. Merci. Ok, merci. Je vous mettrai en relation avec eux parce qu'ils ont aussi des modules de formation pour les paysans relais. Ok. Et la question, elle était aussi posée par Tesla de Madagascar pour accéder au guide de vulgarisation et de formation. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on peut partager ça même dans la discussion ici. Partager pour tout le monde. Oui, il ne faut pas hésiter à les mettre, si tu peux, dans le chat. D'accord, merci. Alors, après, dans le chat, il y avait une personne qui a tiré l'attention sur le bactériosol, donc qui est un engrais naturel. Bon, je vous laisse regarder dans le chat et puis voir les références. Alors, je ne vois pas de main levée. Peut-être une question encore pour la CETOP. Hervé Lapi parlait de l'intérêt de travailler à l'échelle des territoires. Est-ce qu'au niveau de la CETOP également, tout ce qui est résilience et adaptation au changement climatique est réfléchi à l'échelle du territoire et pas seulement à l'échelle des exploitations familiales? Est-ce que vous avez des actions avec d'autres partenaires, d'autres organisations? Ou pour l'instant, c'est vraiment uniquement au niveau exploitation agricole? OK. Pour le moment, on est au niveau exploitation agricole, mais on essaie de faire la synergie avec tout ce qui existe aujourd'hui sur le plan national ou bien sur le plan territorial sur cette question de l'agroécologie, de l'environnement en général. Donc, au niveau national, la question est là. Au niveau régional également, on participe aux réflexions. Mais pour le moment, étant donné que nos membres sont à la base, on s'intéresse beaucoup plus
à ces organisations à la base pour voir comment les accompagner à développer les pratiques agricoles. Et les bonnes pratiques agricoles, les pratiques agroécologiques, j'aimerais dire. D'accord, C'est bon. merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, oui. Ah. Alors, donc effectivement, juste pour répondre, on partagera les présentations. Si tous les intervenants sont OK pour ça, on pourra diffuser les présentations. Je ne vois pas d'autres mains levées ni de questions. Alors, peut-être une question un peu générale là aussi pour les organisations de producteurs au Sud. Est-ce que d'une manière générale, vous vous sentez suffisamment accompagné sur ces questions de changement climatique, d'adaptation? Est-ce que vous avez suffisamment de soutien au niveau local ou au niveau des partenaires pour travailler sur ces questions-là? Ou qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Quelles pourraient être vos attentes vis-à-vis des partenaires? Peut-être Madagascar, si vous voulez réagir, ou une autre organisation, je ne sais pas. Alors, je peux aller là, c'est top? Oui, vas-y Yao, s'il te plaît. Merci. Ok, donc moi, dans ma présentation, vers la fin, en termes de perspective, j'ai essayé d'énumérer un peu tout ce qu'on entend faire dans ce domaine, notamment la capitalisation et la diffusion des expériences et aussi la mise en place d'une ferme agroécologique digne de ce nom pour former nos membres sur la question et aussi le travail de formation des jeunes qu'on a commencé avec la FAO à travers le dispositif de formation de Régipat central qui a appuyé par AFDI et Lorraine. On veut vraiment pérenniser ce dispositif-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de soutien pour le faire. On se pose la question par rapport à demain. Donc, vraiment, on est accompagné. Aujourd'hui, c'est la FAO, aussi les questions de l'agroécologie, la FAO, AFDI, et qui nous accompagne. Si d'autres partenaires aimeraient bien se joindre à ces partenaires-là pour nous soutenir, il y a vraiment le besoin sur le terrain en termes d'appui. Les gens veulent bien expérimenter, du moins expérimenter les pratiques agroécologiques pour voir ce que ça donne, mais il n'y a pas les moyens pour les toucher, pour les former et pour les accompagner à développer ces pratiques-là. Donc, juste profiter pour lancer un appel à tous les partenaires qui sont vraiment intéressés à la question de se joindre à nos partenaires pour qu'on puisse ensemble atteindre les résultats que nous escomptons. Merci. Merci. J'ai une main levée, Mamadou de la CNCR au Sénégal. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Avant d'intervenir, souligner que le coordonnateur national du conseil CNCR est en ligne, il est en train de nous suivre, peut-être après il pourra intervenir et rebondir. En fait, moi je sens qu'il y a certes un appui et un accompagnement des partenaires, mais l'implication qui manque, moi je dirais que c'est plus l'implication des équipes techniques là. Des équipes techniques, quand je dis ça, sont les agences techniques dépendant directement de l'État. Parce que sur la question liée au climat, bon, on n'a que, par exemple, les eaux et forêts qui interviennent le plus souvent, mais pour le reste, bon, c'est rarement qu'ils y mettent la main. Maintenant, aussi, il y a une implication qui est très, très, très faible des médias. Or, quand on parle de changement climatique, on parle de plaidoyer, de changement des comportements, de changement des façons de faire. Or, pour ça, il faut une sensibilisation très large. Et pour cette sensibilisation-là, il faut une implication des médias. Mais on sent que cette implication des médias-là est très faible.
Mais au-delà de ça, les partenaires et les coopérations au niveau international aussi amènent leur soutien, leurs encadrements des fois. Mais il faut aussi encore développer cette essence, cette partage. Parce que moi, je me dis que à l'Europe, il y a des choses qui sont faites. L'Europe est évoluée, les gens, l'agriculture a duré depuis des années et a fait face à des situations que nous, si nous continuons sur un chemin auquel nous ferions face. Donc peut-être que cette partage d'expérience-là pourrait permettre d'éviter cette situation-là, mais aussi pourrait permettre à l'Europe de pouvoir prendre des informations qui sont là, des systèmes de résilience qui sont là, et qui sont peut-être duplicables là-bas, avec à des coûts qui sont moindres. Donc peut-être c'est la seule chose qui manque et qu'il faudrait ajouter. Bon, il y a mon coordonnateur et notre spécialiste agroécologie qui sont connectés, Michael Diédiou, qui a parlé tout à l'heure. Peut-être qu'il pourrait ajouter une petite chose. Merci beaucoup. Merci. À votre avis, de quelle façon on peut renforcer un petit peu les passerelles entre les organisations paysannes du Sud et des OPA? Je pense notamment à des OPA nationales, que ce soit en France ou d'autres pays occidentaux. Oui, à ça, je vais laisser M. Chissé y répondre. C'est le coordonnateur du CNCR. Sûrement, il pourra y apporter des réponses plus claires. Il intervient comme ça. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, oui. Ah, merci beaucoup. Donc, je suis Elhadj Thierno Cissé, le coordinateur de la cellule d'appui technique du CNCR. Je suis ravi de pouvoir participer à cette rencontre d'échange. Bon, moi, je pense que par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est vraiment comment consolider les initiatives, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en cours depuis plusieurs années. Quand on parle d'agroécologie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des militants dans le passé qui ont porté le plaidoyer, les conditions également du climat, l'environnement politique et tout est devenu favorable pour que quand même tous les acteurs s'y intéressent aujourd'hui. Mais le changement sur le terrain, c'est avec les agriculteurs. Il faut nécessairement voir comment, à travers un partenariat, consolider les dynamiques au niveau local. Donc, en passant par les réseaux, quand même, qui permettent d'impacter plus largement. Des interventions ponctuelles ou très spécifiques et localisées ne vont pas changer grand-chose. Il faut nécessairement que, au-delà de l'action de terrain aussi, que le portage politique en termes de collaboration pour construire le plaidoyer à partir de données probantes, donc des recherches qui permettent de capitaliser les réalités du terrain et les résultats que cela donne. Moi, je pense que tous ces éléments-là devraient être mis dans le panier pour voir à travers un partenariat avec les OPA, comment à la fois agir sur le terrain en soutenant les producteurs du point de vue renforcement de capacité, du point de vue sensibilisation, comme vient de le dire Mamadou, mais également comment amener les décideurs à intégrer davantage dans les faits et dans la réalité. Parce que par exemple au Sénégal, on peut dire que le président de la République, depuis son second mandat, considère que l'agroécologie fait partie de l'une des 5 priorités qu'il s'est données. Bon, cela transparaît dans les documents, mais est-ce qu'on investit assez pour que cela soit une réalité? Ça, je pense qu'il faut nécessairement que les organisations paysannes, les fêtières comme le CNCR et au niveau régional comme l'Europa, puissent pouvoir agir concrètement pour que ces décisions politiques soient opérationnelles sur le terrain. Donc, moi, voilà un peu 2 pistes clés. Travailler davantage à influencer les politiques pour que ce soit vraiment une réalité dans les investissements, mais aussi accompagner les producteurs à se capaciter davantage et à pouvoir opérationnaliser un modèle agroécologique viable. Merci. Merci beaucoup.
Avant de passer à la dernière séquence, je voudrais savoir s'il y a encore d'autres réactions par rapport à cette thématique. Alors, peut-être Marc Avdi-Lorraine qui a réagi dans le chat. Je ne sais pas si tu veux expliciter un petit peu ton propos, Marc. Oui, non, c'est de moi dont tu parles. Oui, je suis agricultrice aussi, je suis productrice d'ail dans les Hauts-de-France. Et j'ai un ami qui habite à côté de Rodez et qui a inventé ce procédé dont personne ne croyait. Mais je voudrais vraiment que vous vous intéressiez à ça parce que même pour récupérer de l'eau, pour faire travailler les sols, il faut le voir pour le croire. Donc, j'aimerais que vous, même pour la France, que ce serait très intéressant. Nous ici, écoutez, la production d'ail, c'est une rotation de 25 ans dans les Hauts-de-France, donc on ne peut pas irriguer. Et vraiment, même pour les betteraves maintenant, on l'utilise. C'est vraiment c'est quelque chose qui, c'est vraiment étonnant. J'arrive pas à vous expliquer parce qu'il faudrait que j'ai des chiffres là pour vous. Mais c'est pas de l'utopie, c'est vraiment, c'est réel. Il faut essayer, il faut vous prendre une parcelle et essayer sur un morceau dans votre parcelle et vous verrez vraiment la différence. Voilà, c'est quelque chose qui est très rentable et qui aiderait, je pense aussi en Afrique parce que c'est quelque chose qui se met à 200 ou 300 kg hectares et qui donne des résultats incroyables, même pour les pâtures, même pour l'élevage. Il y a des résultats exponentiels rien qu'en utilisant ça et les mycoses, le mycosphère qui fait travailler le sol. Moi, je vois pour l'ail, quand on n'utilisait pas ce principe, on avait de la terre aux racines, c'était toujours un problème. Et même maintenant pour les pommes de terre, c'est vraiment, on ramène pas de terre et ça fait vraiment travailler le sol. Et quand on prend une bêche et qu'on regarde, ne serait-ce que les vers de terre, enfin tout ce qui se passe en dessous du sol, c'est inimaginable. Donc, c'est aucune publicité. Hein. C'est vraiment. D'accord. Merci pour ce témoignage. C'est qui me fait dire que, donc franchement, essayer, c'est essayer, c'est l'adopter. Mais franchement, il faut essayer rien que pour que vous soyez convaincus. Voilà, c'est surtout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, j'avais interpellé Marc également, si tu veux expliquer un peu ce que tu as écrit dans le chat. Et ensuite, Anton qui a levé la main également. Marc, s'il te plaît. Merci Fleur, bonjour à tous. Non, une petite dimension peut-être qu'on n'a pas tellement abordée. Hein. On est effectivement, comme l'a dit la CETOP, partenaire du REGEPAT qui a mis en place une dizaine de fermes écoles qui dispensent des formations agroécologiques. Je sais que dans leur... au-delà du besoin de résilience et d'adaptation aux questions de changement climatique, un de leurs credos aussi, c'est de faire comprendre que derrière les pratiques agroécologiques, il y a des économies d'échelle à faire sans doute pour les jeunes agriculteurs, notamment du Sud, dans leur installation et dans la production. Et c'est vrai que derrière les pratiques qu'ils ont mis en place et qui se sont concrétisées dans les guides dont parlait tout à l'heure Yao, il y a aussi l'emploi de matières premières qui sont facilement à disposition sur le territoire et donc l'emploi de décoction ou autre qui permet d'avoir des résultats assez significatifs, que ce soit sur tout ce qui concerne la fertilisation des sols, mais aussi bien sûr dans la lutte contre les ravageurs. Voilà, donc c'était juste une petite précision que j'ai voulu apporter, c'est qu'on a aussi peut-être une dimension qui est peut-être plus forte au sud qu'au nord, je ne sais pas, mais en tout cas une dimension économique de cette adaptation et de la promotion des démarches agroécologiques. Voilà, c'était juste ça mon commentaire. Merci. Donc, Anton avait demandé la parole également. D'accord. Oui, bonjour. Moi, je voulais simplement réagir rapidement à ce qui a été dit. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Je voulais réagir simplement à ce qui a été dit. Bon, alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais notamment sur la question énergétique, de la production énergétique dans les fermes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte de manière bien plus importante, mais basée sur la réalité des chiffres qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on sait, c'est que en Europe, en tout cas sur toute la partie Europe de l'Ouest,
On a une agriculture qui, pour produire une calorie alimentaire, hein, quand on compte l'énergie, donc les calories sont l'unité de mesure de l'énergie. Pour produire une calorie alimentaire, on utilise à minima 7 à 8 calories pétrole et plus, calories fossiles, et plus sur certains types de production assez spécifiques. Donc pour le moment, on a une agriculture qui est déficitaire en énergie et qui ne peut pas se passer de pétrole, dans les pays industrialisés en tout cas. Donc ça serait pour moi un des points sur lesquels il faudrait vraiment insister, c'est commencer à compter ce qui compte, hein. Dans la présentation tout à l'heure de Hervé, on a eu beaucoup d'objectifs très concrets sur les prix, les assurances, sur toute la partie gestion des risques, etc. Mais voilà, sur la partie énergétique qui en fait c'est le nerf de la guerre, hein, quand on parle pour une société pour qu'elle puisse continuer à perdurer. Autant du côté donc à chaque fois qu'on utilise une calorie pétrole, bien évidemment on émet des gaz à effet de serre, et autant sur la partie production de nourriture directement, si on veut diminuer du coup la part d'énergie fossile qu'on utilise, on n'arrive pour le moment pas dans le système industrialisé qu'on a à produire de la nourriture sans ça. Donc il faut se poser cette question-là et se fixer des objectifs très très concrets là-dessus et très rapidement. Ceci, je le rappelle très rapidement, ce que disait Thierry au début de la présentation en introduction. Les données qu'on a aujourd'hui avérées des modèles mènent nos systèmes à ne plus pouvoir produire du tout dans les décennies qui arrivent. Donc c'est une question existentielle aujourd'hui à traiter et qui est malheureusement trop peu traitée ou pris comme un objectif lointain dont on ne chiffre pas les choses. Donc il faut commencer, je crois, à compter ce qui compte. Et aujourd'hui, c'est l'énergie, autant pour les effets sur le changement climatique que pour la dépendance qu'on a et donc on pourra simplement pas produire si on réfléchit pas d'autres modèles. Donc je vous invite par exemple à regarder les travaux de Mark Shepard aux États-Unis, qui a fait une transition en une vingtaine d'années d'une ferme de grande culture vers une ferme diversifiée en polyculture élevage basée sur les plantes pérennes, donc arbres, etc. Et il compte, sur toute sa ferme, il compte les calories énergétiques donc en entrée et en sortie de sa ferme. Et donc là, on a vraiment des calculs chiffrables, des objectifs chiffrables sur des choses très concrètes liées d'un côté au changement climatique et de l'autre à l'indépendance énergétique de nos fermes, donc à la capacité de production de nos fermes en dehors des énergies fossiles. Et je pense que ça serait fondamental de commencer à intégrer ça dans nos réflexions aujourd'hui. C'est encore beaucoup trop absent et du coup nos réflexions restent très abstraites sur la gestion des risques et ce qu'on peut faire. Voilà, donc je vous renote Mark Shepard dans le chat. Merci Anton. Est-ce que Hervé veut réagir? Oui, non, mais je pense que c'est une très bonne intervention parce que je ne sais pas si, en fait, sur notre territoire en Champagne-Ardenne, on a acheté une ancienne ferme qui appartenait à l'armée, qui est une base aérienne, une ferme 112, où on a 200 hectares et on réfléchit en fait à tous ces enjeux énergie positive sur un territoire et sur une exploitation expérimentale. Donc voilà, il y a le sujet de l'allongement des rotations, il y a le sujet des protéines, il y a le sujet éminemment de l'azote, parce qu'on sait que c'est, en termes d'énergie, c'est ce qui est le plus consommateur aujourd'hui sur une exploitation agricole. Donc c'est notre moins dépendance à l'azote minéral, notamment urée, ammonitrate. Et puis c'est le lien avec peut-être une méthanisation, c'est peut-être le lien avec le bio-GNV pour alimenter aussi des camions qui vont pouvoir transporter nos céréales et nos betteraves. Donc on est en train de réfléchir à ce territoire énergie positive. Et il y en a un à Locmené aujourd'hui en Bretagne qui réfléchit aussi de la même sorte. Donc oui, les enjeux sont certes peut-être un peu trop éloignés, mais je pense que voilà, il y a des territoires qui sont en train de se prendre en main sur le sujet. Et moi, je rejoins les calories qui sont consommées aujourd'hui pour produire une alimentation sont bien trop élevées. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Hein, on est dans les périodes de transition, donc il faut accompagner la transition. Et il y a beaucoup aussi d'innovations à amener sur nos exploitations agricoles. Donc il faut aussi un peu changer de mentalité. Voilà, mais je suis bien d'accord. Hein, moi, j'en suis convaincu. Merci Hervé. Si vous le voulez bien, on va enchaîner parce que l'heure passe. Donc, on va demander à Tina de nous présenter